I. Aujourd'hui, on se retrouve avec Gérald Polony, a.k.a. Lovaja. Lovaja. Et donc, La forme. donc on est là, on tient avec la question, c'est déjà carré. Merci d'avoir accepté. Et ben, merci pour l'invitation, ça fait toujours plaisir de participer à ce genre de projet, en tout cas, où on partage un peu les sous-jacents. Exactement. Ce qu'on peut entreprendre. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on te connaît. Je vais te demander déjà de te présenter parce que dans la présentation de chaque personne, il y a des particularités et on a chacun notre vision. Présente-toi s'il te plaît. Yes, bon, ben, moi-même, Gérald Polony, je suis né le 26 juillet 1983. Donc cette année, je vais avoir 40 ans prochainement. Et pour donner un peu l'élagage de mon cursus, j'ai commencé après le lycée, j'ai été jusqu'au lycée, au bac économique et social. Le bac que je n'ai pas passé parce que le jour du bac, j'ai préféré passer le concours de surveillant de prison. Bon, coup de poker gagnant, j'ai envie de dire. Donc du coup, j'ai été surveillant de prison en 2003. De 2003 à 2011, j'ai été surveillant de prison en travaillant dans différentes prisons telles que la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, le centre pénitentiaire de Guyane aussi. Et après, je suis reparti à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pour terminer en tant qu'adjoint administratif au SPIP de l'Essonne, donc service des détentions, de condamnation en liberté. Donc tout ce qui est sous contrôle judiciaire, tout ce qui est placement sous surveillance électronique. Donc j'étais un peu secrétaire administratif des SPIP, donc des personnels d'insertion et de probation. Ensuite, j'ai démissionné en 2011, mars 2011, je suis rentré en Guyane. J'ai fait 2 ans, 2 années sabbatiques. Mais j'avais déjà commencé à écrire en parallèle. J'ai commencé à écrire en 2009, pendant que j'étais surveillant de prison à Fleury-Mérogis. Et du coup, de 2011 à 2013, j'étais plutôt dans la préparation de la sortie de mon album, sans pour autant être concentré dessus, parce que l'idée c'était de revenir au pays et d'être paysagiste. Ok, voilà. Ok. Donc je faisais une formation à distance de paysagiste, donc je me concentrais sur ça. Sauf qu'au moment où il a fallu faire les stages, j'avais 2 stages par saison. Donc au moment où il fallait faire les stages, il fallait payer les billets pour repartir en métropole et je n'avais pas les fonds. Entre temps, il y a les poteaux qui m'entendaient chanter. Et j'ai pu commencer à présenter le premier morceau La Guyane Belle lors d'une manifestation qu'on appelle la Bouche Party en avril 2013. Et du coup, les gens ont super adhéré. J'ai sorti mon premier single le 10 juillet 2013 et le premier album le 22 novembre de la même année, donc 22 novembre 2013, l'album Moroyo. Voilà comment commence ma carrière d'artiste. Donc Lovaja débarque dans l'univers, dans le paysage musical guyanais. Et du coup, j'ai envie de dire, de 2013 à aujourd'hui, voilà, 2 EP à mon actif, 2 EP de 6 titres à mon actif, un album sorti l'année dernière, donc en 2022. L'album s'intitule Gérald Divini Lovaja, premier EP Oroyo, 2e EP en Mola Chooko. Et là, premier album de 13 titres, Gérald Divini Lovaja. Et voilà quoi, entre-temps, entre le début de ma carrière et la confirmation, j'ai envie de dire aujourd'hui, de l'artiste que je suis, j'ai quand même eu l'opportunité de travailler en septembre. Avant ça, j'ai commencé en août 2018 en tant que directeur à la mairie de Roura, directeur des affaires sociales, jeunesse et sport de la mairie de Roura. Ah, je ne savais pas ça. Ouais, j'ai été directeur du centre socio-culturel en gros, et je mettais en place différentes animations culturelles et qui plus est sociales. Donc je travaille avec beaucoup de collaborateurs. J'ai mis en place par exemple le forum des métiers. J'ai pu faire venir différents corps sociaux pour pouvoir apporter des solutions et des réponses à la population rouranaise, telles que le Pôle emploi, la CAF. Donc j'ai pu mettre ça en place avec une dame qui m'a beaucoup aidé parce qu'elle est arrivée 6 mois après moi, mais elle m'a beaucoup aidé dans la structure du métier parce que c'était une découverte pour moi. Donc j'aurai un petit clin d'œil à Madame Gomez, Madame Nicole Caldas Gomez. Donc du coup, ça a été une superbe expérience, mais après j'ai été confronté à la vie politique. Et en quoi est-ce qu'elle est particulière? En fait, ce qu'il y avait de compliqué, et en tant qu'artiste je l'apprends encore à mes dépens, c'est le mandatement, le paiement tout simplement de nos collaborateurs. Ça veut dire que tu travailles en mairie, on te propose un
projet. Je vais te donner un exemple simple. J'ai mis en place l'arrivée de Vaval en janvier 2019, semble-t-il. Janvier 2019, j'ai fait l'arrivée de Vaval. Et quand je fais l'arrivée de Vaval à Roura, forcément on a des groupes qu'on a invités. Et quand on a invité les groupes, c'est en gros 300 € par groupe. Donc on avait 4-5 groupes d'invités. Moi je pensais que les gars ils allaient être payés tout de suite, mais finalement j'ai connu ce que c'était les mandats administratifs par exemple. Donc moi je marchais dans les rues de Cayenne où les gens me disaient ouais, on doit donner l'argent. Ouais, comment ça? Mais attends, moi j'ai fait tout suivre, le dossier c'est carré, il est en comptabilité, donc faut attendre pour le paiement. Et là du coup après je me retrouve en mairie à dire oui, le dossier de Salata là, le dossier de oh les gars, vous me faites passer pour. Au bout d'un moment j'en avais marre en fait d'être dans la rue et d'être considéré comme un non-payeur. Donc voilà, après il y avait une tolérance plus ou moins de certaines personnes, mais par contre il y avait une légitimité aussi quand on prenait trop de temps et moi ça me fatiguait en fait. Donc la lourdeur administrative. Totalement quoi. Et je savais que dans d'autres collectivités ça allait plus vite par exemple. Donc j'ai commencé à m'en plaindre auprès de mon administration et ça n'a pas forcément plu. Je suis rentré dans un conflit avec eux. Finalement j'ai préféré partir comme je n'aime pas les problèmes. Mais malgré ces conflits, ouais. On sent l'attachement et l'amour pour Roura. Mais total. Mais en fait, j'estime que si on est chacun chauvin de l'endroit où on est d'origine, ça fait un pays chauvin avec des personnes qui ont envie du mieux pour leur pays ou bien l'endroit où ils vivent. Moi, j'estime qu'on ne parle pas assez de Roura, mais si les gens savaient ce que représentait Roura à l'époque quand la Guyane fut colonisée, on a été l'un des plus grands viviers en épices et épiceries de la France, quoi, en fait, j'ai envie de dire. C'est là qu'on faisait les graines de cacao, c'est là qu'on faisait tout ce qui était piment, c'est là qu'on faisait le poivre de Cayenne. En vérité, ils sortaient de Roura, mais comme ils partaient de Cayenne, on appelait poivre de Cayenne. Okay. Et on est quand même descendant d'une grande culture agricole. Et si tu demandes à un jeune de Roura aujourd'hui est-ce qu'il s'est planté de la manioc, bon, je suis pas sûr que sur 10 jeunes, je suis pas sûr qu'il y en ait la moitié qui savent le faire. Et c'est pas normal. Donc moi, il est important qu'on nous redonne cette envie de se réapproprier notre terre, et pas seulement par le bâtiment et la construction, mais se réapproprier la terre et ce qu'elle pourrait nous apporter en autosuffisance en fait. Donc moi j'ai envie qu'il y ait des entreprises à Roura, tout comme j'ai envie qu'il y ait des entreprises modernes et qu'il y ait des entreprises agricoles, parce qu'on est une terre agricole. Cacao c'est à Roura en fait, c'est pas une commune indépendante. Donc si on a pu accueillir des Hmong il y a plus de 40 ans aujourd'hui et qui ont su exploiter un bout de terre en Guyane où aujourd'hui ils arrivent à nourrir, j'ai envie de dire 60 à 70% de la population guyanaise en épices, en racines, en fruits et légumes, pourquoi on ne peut pas faire des petites entreprises à Roura dans ce sens-là, en s'inspirant eux-mêmes en s'inspirant déjà de ceux qu'on connaît, mais qu'on a plus ou moins oublié, ou qu'on n'a pas pas su garder en transmission, et puis en collaborant avec l'agroalimentaire des membres, quoi. Je trouve que Roura a de quoi présager un bel avenir quant au tourisme aussi de la Guyane, parce que c'est un territoire d'eau. Il faut savoir que tout le territoire de la CACL et de l'Est, plus ou moins, sauf Cayenne et Montjoly, sont alimentés en eau par Roura, quoi. Il faut savoir ça aussi. Donc moi je connais un peu pas mal d'histoires. Tu lui fais une leçon d'histoire là de... Ah ouais. Dans la présentation de Roura. Non mais c'est important parce que tu vois, ouais. Même moi j'apprends énormément là. Et oui, un bassin, l'un des plus grands bassins en production d'eau, il est en Guyane, ouais. Et il est à Roura, pardon. Et du coup, on alimente vraiment, presque peut-être même du côté de Macoria, Montigny, sûr. Hein. Donc on alimente beaucoup. Et on a beaucoup de sites aussi, avec des plans d'eau. Donc quand tu vas à Roura, rien qu'à Roura, je peux te citer 4-5 sites là direct où tu peux aller te baigner avec des points d'eau en passant par Crique Bleue, les chutes Diamant, Fort-Gassier, Crique Gabriel, on peut aller au lac Pali, on peut aller sur le lac Comté, on peut aller à Crique Tibourou, on peut aller il y a tellement en fait que sans compter ceux qu'on connaît à peine. Bon voilà, donc du coup ouais, Roura m'est vraiment cher puisque ma grand-mère et mon grand-père maternel sont issus de cette commune. Mon nom de famille même est le nom d'une grande famille à Roura, la famille Polony. Donc c'est comme la famille Clette de Sinamari. Tu vas dire à quelqu'un je m'appelle Clette, bon c'est Sinamari, tu vois. Bon voilà, tu vas dire la famille Prince, on va dire
Makoya. Bon, voilà quoi. Donc moi, tu dis colonie direct, on va te dire, Roura. Donc moi, j'ai cet attachement fort. Et puis, ouais, j'ai vraiment envie de... Moi, j'ai planté la manioc, j'ai planté l'igname, je sais planter tout ça. Et je crains de ne plus avoir l'art de faire les choses pour que ça soit productif. Ça veut dire que dans ma tête, j'ai l'image de comment ça se fait, mais je suis sûr d'avoir oublié certains détails qui seraient bien de me réapproprier, tu vois. Donc voilà un peu. Top. Et j'ai 2 enfants, j'ai oublié de dire ça. Et t'as 2 enfants. Ouais, 2 filles. Mais c'est tout ça que tu veux leur transmettre aussi. Ouais, totalement. J'ai envie de leur donner, de leur inculquer les vraies valeurs avant les valeurs matérielles, quoi. Moi, de mon vivant, je n'ai jamais fait de crédit, tu vois. J'avais 40 ans cette année. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'a intéressé parce que j'estime que faire un crédit, c'est s'emprisonner. Maintenant, attention, il y a des gens qui ont la bonne stratégie pour amener des crédits à bien et qui arrivent à les solder finalement et qui s'en sortent très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de crédit, hein, mais quand j'ai des coups durs, je me rattache aux vraies valeurs de la vie et je me dis, oh putain, je suis pas plus mal qu'un autre en fait. Parce que tu regardes, j'ai à manger tous les jours. Peut-être que je n'ai pas du caviar sur la table tous les jours, mais en tout cas, je peux manger, me remplir le ventre tous les jours que mon Dieu fait, même quand j'ai 0 € en fait. Et c'est ça, cette vraie valeur de la Guyane. Si je peux donner cette richesse-là aux habitants rouranais et que ça puisse se propager sur tout le reste du territoire, eh ben, tant mieux. Et oui, je suis pro-Paroura parce que j'estime qu'il y a encore ce petit côté arriéré, un petit côté ancien, où pendant longtemps on a dit qu'il y avait tout à faire en Guyane. Et tu vois ce qui se fait, hein, la violence, tu vois ce qui se... Bon, voilà, c'est pas forcément tout ce qu'il y a de bien qui se fait, parce qu'on veut aller vite, il n'y a pas de problème sur ça. Mais Roura, un petit côté ancien là, où authentique, où tu te dis, bon, on a peut-être été trop vite quand on a voulu tout faire là sur les autres communes qui n'étaient pas trop développées. Maintenant que ça commence à se développer et qu'on voit les méfaits de certains actes, eh ben, je peux peut-être tenter de propulser ou d'inspirer quelque chose sur Roura en faisant mieux, en essayant de faire mieux. Et bon voilà, c'est un peu mon idée, tu vois. C'est inadmissible que l'on puisse pas exploiter l'eau qui est autour de Roura. Je me souviens une année où on avait fait ce qu'on appelle la Roura Jet. On a fait ça une seule fois, mais je me souviens c'était en parallèle de la Carou Jet, tu t'en rends compte. Un truc, un immense événement qui a eu lieu aux Antilles. Ils avaient réussi à faire une première ébauche en Guyane, c'était super beau, mais il y avait encore plein à faire. Et puis bon, ben ça s'est arrêté, tu te demandes pourquoi, alors que même les Antillais qui étaient venus, qui ont l'habitude de faire du jet ski en mer, ben, parce que leur jet ski ne va pas dans la rivière c'est plus ou moins des ruisseaux et des cascades, tu vois. Donc nous, quand ils ont vu la rivière plate là, ils se sont dit, mais les gars, vous savez pas ce que vous avez là, on aurait aimé avoir ça aussi. Et c'est affolant qu'on ne puisse pas prendre conscience de ces témoignages-là qui valorisent le pays, tu vois. Donc moi, je suis sur ça. Si j'ai la possibilité de faire un Roura Jet à Roura, pourquoi pas. Si j'ai la possibilité de... À l'époque, moi, je me souviens, en fête communale, on faisait des courses de canot. C'était un truc de malade. Mais c'était kiffant. En deux, par deux, en solo, par équipe. Voilà, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, on fait des fêtes communales, à part inviter de gros artistes en tête d'affiche, on ne reconsidère plus ce qu'il nous a apporté, ce qu'il nous a donné. Je reviens sur les vraies valeurs en fait. Comment jouer à des jeux aussi simples que la canne à pêche avec des jeux d'agilité simples, mais c'est un délire en fait. Bon. Il y a quelque chose à faire. Il faut relancer tout ça, redynamiser. J'espère, c'est pour ça que j'aspire à faire tout pour Roura, tu vois, partout où je passe, moi, même quand j'anime à la radio, voilà, aujourd'hui je suis animateur aussi, j'ai pas dit ça, je suis animateur radio aussi. Et voilà, je fais du remplacement en radio et pendant l'été, ça fait 7 ans maintenant que chaque été, je suis à Guyane la première et je leur remercie en tout cas pour ça, pour cette confiance. Mais pareil, quand je suis en radio, je parle tout le temps de Roura. Les gens me disent, ouais, mais tu parles un peu trop de Roura. Je dis, tant pis pour vous, vous devez parler de vos communes aussi, c'est important. Et bon, voilà. Super. Et après, donc, tu as fait un petit peu de politique? Même pas. Même pas, enfin, tu as été dans un service. Ouais, j'ai été dans le service, donc à la direction des affaires sociales, les jeunesse et sport. Après, j'ai démissionné, je suis parti, j'ai été commercial à Guyane Automobile. Merci Guyane Automobile. Donc merci Guyane Automobile, grave, parce que ce fut une belle expérience. J'étais déjà partenaire de Guyane Automobile par égérie de la gamme Renault Clio déjà. Donc après, se retrouver à promotionner une voiture, c'était déjà quelque chose.
être l'égérie de cette voiture et forcément que les gens s'identifient, s'y réfèrent en me voyant, les gens qui me disent ouais, est-ce que ça vaut ça vraiment, est-ce qu'on peut essayer, est-ce qu'on peut rouler. Donc c'était déjà un kiff, mais après travailler à Guyane Automobile quand Madame Jacques m'a permis de bosser en tant que commercial, il faut savoir que ça a été un coup de main pour moi parce que j'avais plus de revenus et je me lançais. C'était la transition entre savoir est-ce que j'allais endosser vraiment le rôle d'artiste ou pas. Puisque bon, j'arrêtais d'avoir un revenu fixe et Madame Jacques m'a dit bon, je te prends là, je sens que tu as la chatte, tu vas pouvoir vendre des voitures, en même temps tu vas apprendre. Franchement ça m'a super enrichi, ça m'a vraiment appris. Et puis je connais les voitures maintenant, je connais la clientèle, franchement ça m'a vraiment instruit. Et à l'issue de ça, après 6 mois, ben pareil, on a une rupture conventionnelle, on s'est dit bon c'est bon. J'avais fait le tour. Elle aussi, elle m'a dit bon, qu'est-ce que tu fais? Tu restes là avec nous, bien tu prends ton envol en tant qu'artiste vraiment. Du coup, j'ai fait le choix de pareil, hein, c'est pareil. Tu peux pas t'engager dans quelque chose si tu ne le fais pas pleinement, tu vois. Ça veut dire que j'aurais pas pu être artiste si j'avais pas démissionné de la pénitentiaire. Si j'avais pris une dispo, un truc comme ça, ben j'aurais pas lâché. Au moins de coup dur, ben j'aurais réintégré la structure où j'étais attaché, tu vois. Ben pareil, donc j'ai eu cette discussion avec Madame Jacques qui m'a dit normal, hein, donc qu'est-ce que tu fais? J'ai dit allez, je me lance dans la carrière d'artiste de plein pied et elle m'a toujours accompagné puisque derrière ça j'ai lancé le Louvator, t'as vu. Et je suis fier de dire que je suis l'un des premiers artistes sans prétention aucune, mais l'un des premiers artistes à avoir présenté une caravane que de Clio, truc de malade, genre un mariage cortège avec un gros fourgon en ouverture de cortège de 9 places où j'ai sillonné la Guyane pour le Louvator concert silencieux au casque. Et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, je suis toujours en partenariat avec Guyane Automobile. Et ouais, c'est une bonne famille pour moi, donc big up. Big up, c'est important d'avoir des partenaires qui nous soutiennent. Et on a de la chance, donc vraiment. Mais écoute, pour moi qui t'ai dit tout à l'heure qu'il ne faisait pas de crédit, j'ai pu apprendre par l'intermédiaire de Vincent McDoom. Parce que voilà, j'ai pas pris de cours pour apprendre à chanter, je pensais pas faire une carrière dans la musique, tu vois. Donc j'ai appris sur le tas et un jour, lors de la cérémonie des Nains d'Or, il y avait Vincent McDoom qui était en Guyane et qui a kiffé ma vibe et tout. Et nous sommes de grands amis aujourd'hui. Et il m'a dit un jour, tu sais, en tant qu'artiste, tu n'as pas à être riche, mais tu n'as rien à payer normalement. J'ai dit quoi? Il m'a dit ouais, normalement là, tu dois te faire habiller, tu dois avoir une voiture parce que tu véhicules quelque chose de positif. Et moi, je dis non, mais ça fait prétentieux. Alors, tu crois que je vais aller voir les gens comme ça? Et Madame Jacques m'a permis d'assumer ça en fait, parce que j'avais jamais osé. Madame Jacques m'a dit, mais attends, mais c'est à nous de te mettre à l'aise en fait là, parce que tu sais pas toi ce que tu véhicules. Je dis, non. Et de par cette action, tu vois, j'ai créé d'autres partenariats avec Sarah Boutique par exemple, avec Amirat Pétrole. Donc effectivement, comme on disait en off tout à l'heure, et c'est quelque chose que je dis souvent dans mes discours, parce que je l'ai lu, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais on dit que le succès ne rime pas forcément avec richesse. Donc je trouve que j'ai beaucoup de lumière. Et si tu ne te contentes pas de ça, les gens me disent comment je fais pour être humble. Je crois que j'aurais eu la richesse de mon succès, que j'aurais peut-être eu des raisons de planer, ou peut-être que j'aurais eu des raisons de me laisser aller. Bon, déjà j'ai une famille qui me permet pas de planer trop, parce que bon, ils savent me ramener sur terre déjà. Une famille choisie et ma famille de sang aussi, sanguine. Mais le succès ne rime vraiment pas avec richesse parce que je suis bien, j'ai une voiture, grâce à mon partenaire de Guyane Automobile. Si demain ils disent que ça s'arrête, je sais pas comment je vais faire pour m'acheter une voiture. Puisque j'ai pas de revenus. Je peux pas aussi. Aujourd'hui là, je peux pas. J'ai fait un choix où, en tant qu'intermittent du spectacle, on n'a pas de crédit proprement dit. On peut pas faire de crédit en fait, nous. C'est capitaliser, c'est faire des économies. Mais tu vois, c'est important ce que tu dis parce que souvent on voit le succès et on se dit ah ouais, mais c'est plaqué blond. Mais grave, j'ai eu le revers de la médaille sur le Louvator. Ça veut dire que pour le Louvator, franchement, toute l'équipe du Louvator, que ce soit au niveau de l'audiovisuel ou que ce soit au niveau du son, et l'équipe même qui nous les petites mains, ça a été un travail lourd, ça a été de fortes émotions, mon gars. Et puis finalement, j'ai envie de te dire que je me suis sorti de Louvator avec un seul souvenir. Jusqu'à maintenant, je suis embêté. Et pourtant, ça a été un succès. Succès, mais succès de par
de par le succès médiatique, déjà. Ensuite, on a fait un documentaire qui s'appelle La Sushi Main en mou. Donc forcément, les gens, ils ont vu un peu ce qui se sont passés dans les coulisses. Ils se sont dit, ah ouais, ça avait l'air d'être raide, mais finalement, c'était tellement beau que le gars, il a dû s'en sortir avec des millions. Et je te dis, tout ça. Et c'est là que tu te dis, t'as investi de ton temps. Il y a beaucoup de choses que j'avais pas cernées parce que j'étais exactement comme le public qui pense aujourd'hui que le Louvator m'a donné beaucoup d'argent. Avant de le faire, je me suis dit, putain, je vais faire ça là. Ah ouais. J'aurais dû après ça, je pourrais faire des clips, je pourrais faire, je vais investir. Alors là, ouais. Sauf que je prépare le Louvator en un mois, trop court. Aujourd'hui, je le dis, trop court pour préparer le Louvator. On s'est speed dans tous les sens du terme. On a fait confiance à certains partenaires aussi qui nous ont dit, on va vous donner tant. On a dit, c'est bon. Et puis finalement, ils n'ont jamais rien donné, alors que leur logo était sur les affiches. Il y a ça aussi, tu vois. Et bon, c'était un manque d'organisation parce que c'est pas censé t'arriver en fait. Aujourd'hui, si je lance une manifestation et qu'il y a ton logo sur mon truc, c'est que tu m'as déjà donné les sous. Ah ouais, mon gars. Ah ouais. Donc, ça a été par contre une vraie expérience humaine, professionnelle. Et en fait, il fallait que j'apprenne les différents corps de métier qui entourent la musique. Et le spectacle vivant en soi, parce que ça a été très spectacle, mon gars. Et à chaque fois, ça a été une organisation différente. Tu peux pas venir là et dire, t'as un kit déjà tout préparé, tu vas arriver là, tu vas le faire à Saint-Laurent, à Manhattan. Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, tu es artiste. Est-ce que tu te considères comme un entrepreneur? Grave. J'ai pris du temps à assimiler les deux, en fait. J'ai vraiment pris du temps à assimiler les deux. Mais c'est quand tu arrives à l'heure de la gestion financière, quand tu dois créer une procédure, un cursus pour te faire rémunérer, par exemple. Parce que tant que tu n'as pas de numéro de SIRET, donc forcément, pour te faire rémunérer, tu fais un numéro de SIRET. Donc, il dit numéro de SIRET, il dit entreprise en soi. On commence par le biais associatif, ce qui est mon cas. Donc, j'ai une boîte de prod associative qui permet de facturer, de faire des devis et forcément faire des factures pour pouvoir être encaissé. Cet argent, quand je l'encaisse, il tombe sur le compte de l'association. Donc forcément, je ne peux pas le sortir, je ne peux pas arriver là et dire, on m'a donné 1200 € de prestation, je veux mes 1200 €. Non, il faut déclarer la somme qui m'est due parce que sur les 1200 € qui sont rentrés, si j'ai fait un live, forcément, il y a des musiciens à payer, par exemple. Donc, je dois payer 200 € par musicos. Si j'en ai 4 à payer, ça fait 800 €. Il me reste 400 €. Mais c'est important ça. Pour pouvoir toucher ces 400 € là, parce que je ne les ai pas encore. Soit je les fais me payer en remboursement de frais. Donc frais d'essence. Donc quand je fais mon essence, j'emmène la facture pour la boîte de prod qui me retire l'essence. T'as bien entendu. J'ai fait l'essence et je me fais rembourser mon essence. Ça veut dire que j'avance l'argent que je suis censé déjà avoir sur mon compte pour toucher cet argent. Aujourd'hui, la vraie problématique, c'est qu'en Guyane, ils ne nous ont pas bien expliqué. Et c'est ce à quoi j'aspire aujourd'hui, c'est la démarche intermittente pour les artistes chanteurs. Parce que l'intermittence du spectacle est payée pour tout ce qui est technicien. Donc, tout ce qui est câbleur, ingé son, captation de son aussi, différents corps, mais techniques. Et en ce qui concerne le chant, on a un souci sur la rémunération et le fait de comptabiliser nos heures. On est censé faire 507 heures sur une durée. Ok. Donc 507 heures, c'est équivaut à des prestations qui est égal à des cachets. Les cachets sont un nombre d'heures. Donc au nombre de cachets que tu vas faire dans l'année, tu vas cumuler les 507 heures. Une fois que tu as touché ces 507 heures-là, il y a un calcul qui se fait par rapport au tarot aussi que tu touches. Si à chaque cachet, tu as touché 500 €, tu auras un calcul qui va faire que tu as une base en tout cas. Mais pendant un an, une fois que tu as rempli ce contrat de 507 heures-là, pendant un an, tu touches les acédiques. Mais enfin, le retour à l'aide à l'emploi. Mais c'est exactement le même principe que si tu travailles dans le cursus social normal. Hein. Donc tu travailles un an, tu as rempli un quota d'heures, pendant tant de mois ou tant d'années, tu as droit à ton. Si tu fais rentrer 10 000 € par prestation, ton retour à l'aide à l'emploi sera en conséquence. Et ça, cette structure-là, cette procédure, cette organisation-là, malheureusement, on l'a pas tous.
Et j'ai envie de te dire, je crois pas qu'il y en ait 10 qui suivent cette procédure en Guyane. Donc on fonctionne sous forme associative. Et aujourd'hui, comment est-ce que toi, t'as appris tout ça? Parce que, est-ce que c'est les coûts que tu as appris? Comment tu structures? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'accompagnent? Comment tout ça se fait? Je vais te dire déjà au début, j'étais en coproduction. Donc coproduction avec Society Records. Eux, ils avaient déjà toute la structure administrative pour facturer, faire les devis. Donc c'était simple. J'amenais ma part, ils me donnaient mon cachet et c'est eux qui s'organisaient pour faire leur décaissement. Ok? Moi, à un moment donné, je me suis dit, bon, mais comment j'ai que ça, en fait, sur tout ce qu'on touche là? Je vais avoir plus. Donc, j'ai créé mon association, j'ai vu comment il fonctionnait, je me suis renseigné auprès de 2-3 personnes. J'ai dit, ok, d'accord. J'avais une amie à l'époque, on a créé l'association, j'ai créé la boîte de potes MHK Prod. On a fonctionné, sauf que j'avais oublié beaucoup de choses. Puisque c'était la première fois. Donc, ok, ça a duré un moment. J'ai pu faire mon deuxième album, mais j'ai dû fermer la boîte de prod parce que j'utilisais le compte de l'association comme mentor. Et là, c'était pas comme ça. Donc, du coup, j'ai vu ma conseillère, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, monsieur Polony, ok. Maintenant, après, coup de bâton sérieux, puisque j'ai rencontré ma dernière compagne qui gérait plus ou moins ce genre de business-là, association et entreprise. Donc, elle savait plus ou moins gérer les comptes. Entre-temps, je fréquente tout le temps une amie, donc Chloé Bébron. Donc, Chloé Bébron me montre comment budgétiser, comment faire notre prévisionnel. Et c'est là en fait que tu vois que tout doit se préparer et non pas à partir à la one again et après espérer avoir de l'argent ou pas. Non. Donc tout se prépare en amont et tout. D'où mon intérêt aujourd'hui de m'inscrire en tant qu'intermittent du spectacle. Donc là, depuis le mois de juin 2022, je n'ai plus d'aide de retour à l'emploi. Donc je ne touche plus ce qu'on appelle la CEDIC standard social, puisque mon dernier emploi était avec un automobile en 2019. J'ai touché ça jusqu'en... Donc j'ai dit ça, CEDIC, je vois, sur 3 ans, j'ai touché ça là jusqu'en 2022. Depuis juin 2022, je n'ai aucun revenu. Mais en tant qu'artiste, on peut cumuler des heures sans pour autant être en prestation sur scène. Et ça, on ne nous l'avait pas appris. Chloé Bébron un jour me dit, Belova, tu travailles à Guyane Première. Guyane Première paie ses employés, 80% de ses employés en intermittent du spectacle. Je dis ouais. Et puis, tu devrais être intermittent du spectacle. Je dis ouais, mais les 507 heures, je travaille que juillet, août. Ouais, tu prends déjà juillet, août avec des heures de prestat. Donc du coup, on a trouvé la bonne stratégie et la bonne procédure pour rentrer plus dans la légalité des choses. Et bien là, avec tous les remplacements que je suis amené à faire, je fais de plus en plus de remplacements. Pour cette année, en moins de juillet à aujourd'hui, j'ai déjà fait 3 remplacements. J'ai travaillé juillet-août, j'ai fait 3 remplacements. En avril, je vais travailler 1 mois à Guyane Première. J'espère faire 507 heures. Et si je fais 507 heures, je vais pouvoir enfin rentrer dans le régime d'intermittent du spectacle. Dès lors que je rentre dans le régime d'intermittent du spectacle, tous les cachets que je vais faire, qui vont être payés à l'association, l'association en tant que bonne boîte de prod qu'elle est, si j'ai touché 1 000 euros, l'association va déclarer 1 000 euros, va payer les charges sociales qui lui sont dues, et moi on va me payer ce qu'on me dit. Terminé. Tout ça déclaré, et ça fait mon cumul d'heures. Donc dès lors que j'aurai fait le circuit fermé, c'est bon. Mais c'est le plus important. Mais c'est important, et tu vois, il y a plusieurs choses que je note dans ce que tu dis. On peut pas tout faire tout seul. Grave. T'as besoin de monde avec toi, t'as pas une équipe, même si c'est ponctuel. T'es obligé. Il y a des personnes qui ont plus d'expérience à un moment donné sur des thématiques que toi. Mais tu peux pas faire une prévision de ta carrière comme tu es entrepreneur. Tu as une vision de ton entreprise, oui, mais tu ne pourras pas faire la comptabilité de cette prévision-là. Tu ne pourras pas faire la communication de cette prévision-là. Tu ne pourras pas mettre en place cette prévision-là si tu ne te fais pas aider en fait. Et moi, j'ai cru même à un moment donné qu'à 2, allez, c'était possible. Tu parles, à 2 on a créé l'association, ouais, il n'y a pas de problème. Mais après, il a fallu nous entourer de ci, de ça, de... Et finalement, tu te dis pas, par exemple, tu avais prévu 5 000 euros pour faire ton projet, ouais, à 2. Mais là, quand tu vas contacter Axel pour faire le projet de design, design artistique, donc tu veux faire ta pochette, mais c'est avec Axel que tu veux le faire, t'as oublié de payer Axel. Faut comptabiliser, tu passes de tant d'euros à 1 000 euros de plus. Bon, ok, on avait prévu de faire des affiches, ouais, bon, tu fais les affiches, mais attends,
dans ton professionnel, t'as compté les affiches. Ah, mon gars. Tu dis non, j'ai pas compté les affiches. Mais comment tu vas faire les affiches? Ouais, j'avais prévu de faire des affiches, mais pas compter les affiches, d'accord. Le truc qui était prévu là pour sortir au mois de janvier là, mais il va sortir l'année prochaine. C'est ça. Et c'est là que tu dois être fort mentalement maintenant à te dire. Beaucoup de personnes se sont retrouvées à avoir des projets soi-disant clés en main. Et puis au moment où ils doivent mettre en place, ils disent mais on m'avait pas dit que je devais payer ça. Et bien ils abandonnent. Non, il faut avoir la sagesse de dire bon ok, on va faire autrement, on change de fusil d'épaule. Mais c'est clair que si j'avais pas reçu des coups de bâton, moi, et puis des coups de bâton en fait, des coups de bâton parce que j'ai mérité, hein. J'allais dire illégitime. Ouais, parce que ne sachant pas comment ça se passe, je viens te voir, tu m'as fait faire une prestation, tu dis oh quand est-ce que tu me payes frère? Oui mais Gérold, pour te payer, tu sais qu'il faut que tu me fasses une facture. Mais comment ça? Mais attends, t'as pris 4000 € là, tu me donnes une facture de... Mais Gérold, moi pour que je puisse te payer, il faut que tu me mettes une facture, donc comment je fais pour te mettre une facture? Mais comment t'as payé toi? Ben parce que j'ai émis une facture avec ma structure. C'est ça. Mais maintenant moi, pour décaisser dans ma structure, je peux pas sortir de 1000 € comme... Oh les gars, vous voulez pas me payer? Les gars, c'est quoi cette histoire-là? On m'avait pas dit ça. Si j'avais su, j'aurais pas chanté. Donc à un moment donné, t'es en conflit avec toi-même parce que on t'appelle pour des prestats. Tu dis cash ou bien... C'est cash ou bien c'est en mandat? On te dit mandat, tu sais qu'il y a un tas de paperasse. Tu dis ah ouais, je veux pas. Et puis après, quelques mois après, tu t'entends le collègue même qui a dit oh, j'ai chanté à la fête communale de telle commune là, frère. Ah ouais, ils ont payé vite, hein. Maman. Mais comment t'as fait pour prendre ton argent, toi? Ah, structure, personne. Et là, t'apprends. Tu dis c'est comme ça. Mais oui. Bon, attends. Je vais appeler des gens de confiance. Hé, Kékette, comment tu as fait pour toucher ton baba l'autre? Ah ben mon frère, il faut nous faire comme ça. Parce que tu peux faire notre monnaie. Mais si tu fais comme ça, une jour, les épaules tombent dans les mots là, je dis non, mais tu m'as dit ouais, faut tout légal. Faut tout faire comme ça. Et puis là, tout cas légal. Ok, d'accord. Bon, ok. Je rencontre des gars comme Izzy Kenenga. Izzy Kenenga, il est comme moi. On chante. Administrativement, voilà quoi. Donc il a son frère, Moustapha, qui gère tout ça. Et du coup, Moustapha, je lui dis bon, écoute, je suis en autoproduction, mon gars, je gère mes affaires moi-même. Et ça, je gère mes affaires moi-même. Il faut que tu puisses m'expliquer ça. Il me dit, bon, écoute, quand tu vas prendre un cachet, ce sont les débuts. Tu prends la moitié, tu fais ça, l'autre moitié, tu fais ça. Tu prends la moitié, tu fais ça, l'autre moitié, tu fais ça. Parce que la moitié, ce sont les charges que tu vas devoir payer à un moment donné si tu te déclares. Parce que tu veux rentrer dans les normes, oui. Eh bien, ok, donc il faut capitaliser pour qu'une fois que tu vas te déclarer, eh bien, on va te demander de justifier ces heures-là. Et au moins, tu auras déjà le baba pour les charges qui vont avec. Mais tu veux pas gérer ça pour moi, s'il te plaît? Ouais, ok, vas-y. Bon. Et voilà, donc il a commencé à gérer pour moi. Sauf que avec la Covid, j'arrivais pas à toucher les 707 heures, gars. Tu vois, malgré le fait que je bossais toujours les 2 mois à Guyane première, hein. Guyane première, ouais. Et ça me faisait des 300 heures, j'arrivais tout près comme ça et boum. Donc du coup, j'ai un capital finance sur un compte qui est géré par ma boîte de production, mais là, avec mon manager, Moustapha Kenenga. Et de l'autre côté, j'essaie de créer cette même synergie-là avec ma boîte de prod aujourd'hui, de manière à ce que je puisse avoir mon autonomie. Donc, je me fais aider par Chloé Bébron, qui, elle, est intermittente du spectacle, mais dans l'audiovisuel, et qui aspire à m'aider à m'inscrire en tant qu'intermittente du spectacle et avoir mon circuit fermé pour rester en autoprod. Mais voilà, entre-temps, t'as l'argent qui passe sous ton nez, t'as l'argent qui est sur un compte là qui te regarde que tu peux pas toucher, t'as la tentation de dire putain, donnez-moi la carte s'il vous plaît, donnez-moi la carte parce que là j'ai besoin de sous. Et puis finalement tu te rends compte que merde, t'as pas d'argent. T'es là, tout le monde te voit, l'eau va, ça a pris et tout, tu te dis ah, il y a un problème. Mais une fois que maintenant que j'ai trouvé la solution, parce que c'est ça, hein, l'argent, c'est quelque chose qui s'investit et qui se prolifie à force de retour sur investissement. Et nous, en Guyane, on fait les choses pour avoir tout de suite. Si j'ai un conseil à donner, c'est que souvent, moi, les premières prestations que j'ai eues, quand je touchais 800 €, je disais yes. Bon les gars, 200 € à gaspiller avec les poteaux, 200 € à mettre pour les enfants, 200 € à investir pour 2-3 vêtements et puis le reste, allez, dans ma poche. Et puis, une semaine, 800 € gris, tu te dis, les temps sont durs là, il n'y a pas de permis de mettre sur la table pour demain, bon, purée.
ton enfant a besoin de manger, gars. Oh, mais t'avais 800 € là. T'as fait la fête, t'as... Ok, fini, mon frère. Et ce, après 10 ans. Mon premier morceau, il est sorti le 10 juillet, la Guyane Belle, 10 juillet 2013. Nous sommes en 2023 et c'est seulement maintenant que j'aspire à avoir une structure et une procédure pour être payé légalement et aspirer à avoir un revenu et capitaliser en fait. Les choses qui durent, ça prend du temps à se construire. Mais quand on y arrive, derrière, c'est fort. Et l'importance de l'entourage, ah ouais. le réseau. Le réseau est important, j'avoue. Le réseau. Ouais. Et se dire que oui, en fait, on est dans un processus d'apprentissage et plus on apprend, parfois on va prendre des coups. Grave. Souvent, on va prendre des coups. Plus de coups qu'on le pense, ouais. Mais que tôt ou tard, ça va payer et il faut avoir cette conviction, cette foi de se dire que demain sera meilleur. Mais oui. En fait, ce qui reste, pour confirmer ce que tu dis, c'est l'importance de se dire que ce que l'on fait n'est pas forcément quelque chose qui nous est nécessaire à notre bien personnel. Attention, pas que notre bien personnel. Moi, si je persiste et que je veux me professionnaliser dessus, c'est l'importance que j'ai prise de la responsabilité que j'ai au sein de la société. Intergénérationnellement parlant, moi, j'ai des personnes qui viennent m'arrêter de tout âge, enfants, personnes de mon âge, des gens qui auraient pu être mes parents ou des gens qui auraient pu être mes grands-parents et qui me demandent de ne pas arrêter. Alors moi, je me dis, de ne pas arrêter quoi ? De ne pas arrêter de diffuser le love. Et comment diffuser le love? Quelle a été la meilleure manière pour moi de diffuser le love? C'est par le biais de la musique, par le biais de ce que je montre, de mon image, ma joie. Mais souvent, tu as envie de sortir et tu te dis, bon, j'aurais aimé sortir et qu'il n'y ait personne dans les rues. Pour que tu puisses être aigri toute la journée parce que tu as envie de cette aigritude-là pour lâcher prise. Et quand tu arrives là dans un virage et que tu rencontres un sourire d'une personne qui te donne l'espoir de... Le sourire de cette personne-là te laisse penser que, oh, tu as fait du bien à cette personne-là. Donc forcément, tu sers à quelque chose. Dès lors que vous trouvez la nécessité, dès lors que vous avez ce sentiment, de servir à quelque chose qui n'est pas forcément qu'utile à soi, qu'il profite à tous, vous allez rencontrer des problèmes. Vous allez rencontrer beaucoup de problèmes parce qu'on n'a pas forcément tous cette faculté de faire quelque chose qui peut servir aux autres et qui aide la société ou l'économie de notre société. Et c'est là que les choses deviennent plus difficiles mais plus belles. Parce qu'une fois, comme tu dis, une fois qu'on a trouvé la clé, une fois qu'on s'est bien battu et que le Tout-Puissant nous a donné la clé, tout roule, mais de manière fluide. Et je le sens arriver. Ça veut dire que je sens que là, ouais, ça va rouler. Enfin, j'ai trouvé la procédure, j'aurai pas de problème financier ou judiciaire. C'est bon. Et je m'en réjouis déjà. Ça veut dire que tu te dis, bon, il fallait que tu fasses des expériences, il fallait que tu te pètes la tête, il fallait que tu aies cette sensation où les gens te regardent, où ils ont l'impression que tu brasses de l'oseille, alors que tu ne brasses rien. Et les gens disent, comment il fait pour rester humble comme ça? Parce que vous me permettez d'être vantard à ma place. En fait, vous vantez pour moi. Vous dites que c'est joli, vous dites que c'est beau. Et ça me suffit, en fait, tu vois. À côté de ça, ça m'a permis de me recentrer et de trouver les bonnes personnes pour bosser avec. Ne jamais penser que seul, on pourra arriver. Même ce dicton qui dit, ouais, seul, on va arriver. Quand il y a un truc qui dit seul, on va arriver, mais à deux, on va aller plus loin. Ma gueule. En vérité, seul, tu vas jamais y arriver. Et même quand le pain il est tout mâché et qu'on te donne ça clé en main, c'est compliqué. Si tu n'as aucune expérience, si tu n'as jamais vécu de coups durs, au moins de coups durs, tu vas croire que c'est juste pas normal et tu vas arrêter. Et moi, par contre, j'aime exploiter tout ce que le bon Dieu m'a donné dans la tête. J'ai pas peur de partager mes idées. J'ai pas peur de lancer des choses, d'être précurseur. Je me sens précurseur de beaucoup de choses parce que je ne pourrais pas tout faire. Donc, par contre, je reconnais d'avoir cette humilité-là, de ne pas avoir peur de partager ses projets parce qu'en discutant, tu te rends compte que l'autre va faire ce que toi, tu aurais prédit faire mais que tu n'aurais jamais fait. Et tu es content en fait. Tu te dis, oh, j'ai dit ça à Axel. Je pensais pas qu'Axel aurait fait le truc si mal. Axel a fait ça là. Oh ouais. Je suis content. C'est comme si c'était moi qui l'avais fait en fait, tu vois. Mais à côté de ça, regarde, j'ai lancé un business dans la restauration parce que je me dis, si toutefois le processus là que j'ai lancé là, il est un peu bancal. Il n'est pas forcément carré comme je le vois. Vas-y, j'ai lancé autre chose. J'ai lancé autre chose, la restauration rapide du côté de Roura.
Parce qu'à Roura, il n'y a rien. J'aurais pu faire une pizzeria, j'aurais pu faire différent, mais par contre, l'investissement aurait été autre. Et du coup, j'ai trouvé un truc facile. Je vends du poulet frites, côte de porc frites, saucisses frites avec des jus locaux. Tous les soirs, du jeudi au samedi, de 19h à 23h, et voilà. Donc il faut qu'on passe du côté de Roura. Vous êtes invités en tout cas. Vous êtes invités en tout cas. Les gens m'ont dit, pour terminer par exemple, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, extérieur Roura, hein, pourquoi tu fais pas à manger et tout? Je leur ai dit, écoute, avec l'expérience, j'ai appris des choses. Non, tu fais quand même ce qu'on appelle une étude de marché. Et même si je n'ai pas lancé des prospectus à remplir en étude de marché, moi-même, j'ai fait mon sondage moi-même en allant questionner la population rouranaise. Et un truc qui est flagrant, c'est que quand tu es issu d'une commune où tout le monde sait faire à manger, quand tu es un enfant de Sinamari, Irakubu, Roura, Regina, mon gars, il faut que tu sois un maestro, il faut que tu sois chef cuistot x5 local. Parce que tu peux être cuistot 5 étoiles de France, t'arrives là, on te dit t'es 0 frère. Tu comprends, te dire, mais il faut que tu sois cuistot x5 local pour prétendre mieux faire à manger que les gens de commune. Par contre, dans l'étude de marché, les gens de commune qui font à manger tous les jours là, ils ont bien envie des fois de se soulager et de manger un truc rapide. Donc du coup, j'ai mis ça en place. J'ai testé, mon étude de marché m'a permis de tester au mois de janvier. Au mois de janvier, ça a bien pris. Février, je me lance officiellement et là, mars, ça se confirme. Et voilà, donc demain, peut-être que les gens vont dire, oh, il se lance déjà dans la restauration, il va devenir chef cuistot. Non, non, on est dans la restauration rapide, en parallèle de la musique, car la musique ne suffit pas. Parce que même dans cette structure que j'aurai, qui va me permettre d'avoir un revenu tous les mois, du coup, je n'aurai pas forcément assez d'argent pour subvenir à mes besoins et ceux de mes enfants. Donc je vous invite tous à entreprendre et à démultiplier vos qualités, vos potentiels. Et on peut être sur plusieurs projets dès lors qu'on n'a pas peur de les partager. C'est tout. Ouais, il faut les partager de manière à bien s'entourer. Et après, on ne peut pas faire confiance à tout et à tout le monde. On ne peut pas avoir confiance en tout et à tout le monde. Et c'est là que la famille, les amis et ceux qui sont déjà dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est là que leur conseil devient important. Et c'est là que nous, on doit avoir ce discernement à savoir quels sont les bons ou les mauvais conseils. Et surtout, ce n'est pas tous les bons conseils qui sont bons pour toutes les entreprises. Donc des fois, il y a des gens qui viennent te donner un bon conseil, hein, mais qui n'est pas adapté à ce que toi, tu entreprends. Il ne faut pas le prendre comme un mauvais conseil. Ce qu'il a dit, c'était bon pour lui, mais ce qui a été bon pour toi n'a pas forcément été bon pour moi. Ou il faut réadapter et pas forcément faire du copycat, quoi. Dès lors qu'on rentre dans cette originalité-là, en apprenant à se connaître soi-même et en croyant ce que notre cœur nous dise, parce que même si c'est le cerveau qui contrôle, je vous dis que le cœur a son droit de parole. Et quand le cœur a parlé, comme dirait mon ami David Obadja, quand l'amour a parlé, je pense qu'il n'y a rien qui puisse nous arrêter si on y croit à fond, quoi. Donc moi je suis sur ça, je connaissais rien de la musique. Et la musique m'a permis d'entreprendre. Aujourd'hui, la musique m'a permis de m'organiser, la musique m'a permis de se projeter, de ne plus vivre carpe diem au jour le jour. La musique m'a vraiment permis de me canaliser. Et aujourd'hui, regarde, je suis dans une interview là avec Axel, les gars. Rigolo, quoi. On est en train de faire le tas. Non, mais c'est ça en fait. Et ça fait super plaisir de voir que, on n'est plus en train de dormir, on est en mouvement. Et cette boule là qui a commencé à un petit moment là, elle était toute petite. Elle commence à grossir et je suis d'idée qu'il faut qu'on puisse s'associer de près comme de loin. Il faut qu'on puisse se sentir intéressant nous-mêmes pour nous-mêmes afin de s'associer et faire grandir le pays. Voilà. Et ça va nous faire créer une économie parallèle qui va nous permettre de nous émanciper, de nous valoriser dans ce que l'on fait. Voilà. On n'a rien inventé, mais on peut très bien faire les choses pour nous et notre pays et pour cette société qui t'a à aller plus loin et à penser à cette société nationale, internationale, quoi. Moi, j'aimerais bien que demain, il y a ce qui se fait déjà avec Bel Père. On peut trouver une touche de Bel Père un peu partout dans le monde là aujourd'hui.
Tu vois ce que je veux dire? Et ça a son pesant d'or, tu vois. Ce serait bien qu'il y ait des entreprises dans d'autres domaines et qui puissent dire, oh. Il y en a. C'est juste que parfois on les met pas en avant et créer les synergies. C'est pour ça que je leur demande de se liguer à nous et de ne pas avoir peur de se rapprocher de nous, parce que on est dans la promotion de nous-mêmes pour nous-mêmes, et je pense que si on le fait pas, personne ne le fera pour nous, puisque tout est déjà installé. Tout fonctionne déjà en fait. On dit qu'il y a tout à faire, mais tout fonctionne pour ceux qui ont déjà installé leur pion. Mais pour nous qui arrivons, c'est à nous de faire tourner la machine, et il faut qu'on s'entraîne. Voilà. D'ailleurs même, je tiens à dire, dans l'histoire de restauration fast-food, ça s'appelle le Carbe des Frères Lova. Okay. Alors, Carbe des Frères Lova, à toute personne qui font du savon, parce que j'entends beaucoup d'entreprises locales qui font du savon artisanal, apparemment il vous faut de l'huile. Donc moi, toute l'huile que je la jette pas en fait, parce que voilà, ça se jette pas, c'est voilà, en fait du travail, moi je donne, ça veut dire que vous avez besoin d'huile, vous m'appelez, à chaque fin de mois j'ai des bidons de 25 litres d'huile que je récolte, donc usagés, et que je donne aux personnes qui font du savon, puisqu'ils font ça à base d'huile en fait. C'est fort, c'est fort. Et j'ai appris ça en formation, donc du coup je me suis dit, ah ouais, mais je vais donner, je crois. Mais j'arrive pas à référer les personnes qui font ça. À chaque fois j'ai eu des cartes et tout ça, mais ouais, s'il y a d'autres personnes qui veulent faire autre chose, hein, savon, bougie. Donc n'hésitez pas, au moins vous avez de l'huile à volonté et c'est gratuit. Yeah, vous avez entendu? Ah oh. Pour toujours, pour toujours mon frère. Obligé. Merci Frangin. Oh merci Maxel, ça fait plaisir en tout cas. C'est une belle promenade. Comme dirait Créola, à causer à Quilong. À causer à Quilong. On doit rester là longtemps. En tout cas merci. Et puis entreprenez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Yes.